Et vous, c'est quoi le bonheur pour vous? Découvrez l'univers C'est quoi le bonheur pour vous? Le film, les livres, le jeu de cartes et nos événements comme le congrès à Arcachon ou le week-end au hameau de l'Étoile. Toutes les infos sur c'estquoilebonheur.fr. C'est quoi l'amour pour vous? Rendez-vous les 24 et 25 octobre au Palais des Congrès d'Antibes pour le premier congrès C'est quoi l'amour pour vous? Un rendez-vous puissant pour remettre l'amour au cœur de notre société. Pour prendre votre place, c'est très simple, vous tapez Congrès C'est quoi l'amour pour vous dans un moteur de recherche et vous pourrez prendre votre place directement sur le site. Les places sont limitées à 500 personnes. Je vous dis à très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien là où vous êtes. Ben moi ça va très bien, je passais une belle matinée là ce matin, on avance sur l'ensemble de nos projets. Là on est très concentré sur 2 choses, il y a le week-end immersif C'est quoi le bonheur pour vous d'ailleurs, dans lequel Ludovic Leroux va participer, c'est du 31 juillet au 2 août. Un week-end au hameau de l'Étoile, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un lieu qui est magnifique, qui se trouve à 45 minutes de Montpellier. Je vais vous montrer une vidéo d'ailleurs juste après, vous allez voir, c'est assez sublime comme lieu. Le lieu se suffit à lui-même d'ailleurs dans ce genre de week-end. Et il y aura aussi Leonardo Pelagotti, on va être 3 à vous proposer des ateliers. C'est réservé à 100 personnes, il reste déjà plus de 40 places de disponibles, donc surtout ne tardez pas si vous voulez venir. Que vous dire d'autre? On va travailler autour du cœur, du corps et de la tête, dans l'idée de vous donner justement des outils pour que vous puissiez repartir avec sur votre propre cheminement personnel, que ça puisse vous éclairer notamment. On avait déjà fait un premier week-end, c'était il y a 2 ans, parce que c'est un week-end qu'on propose tous les 2 ans, et c'était magique. J'étais avec, donc là il y avait Alexandre Antonenko et David Tan, toujours en fait des ateliers autour du cœur, du corps et de la tête. Et on était 120 personnes là cette fois-ci, ça a été vraiment un week-end magnifique, donc ça nous a donné envie de proposer ce week-end tous les 2 ans. Donc voilà, si vous voulez venir, vous tapez week-end immersif, c'est quoi le bonheur pour vous dans un moteur de recherche et vous tomberez directement sur le lien du site. Je vais vous montrer une petite vidéo du hameau de l'Étoile, comme ça vous allez voir l'environnement dans lequel on se trouve, puis on se retrouvera tout de suite après. Et juste avant, je vous rappelle aussi une date très importante, c'est notre premier congrès C'est quoi l'amour pour vous qui va avoir lieu le 24 et le 25 octobre. C'est au Palais des Congrès d'Antibes. On est très content de lancer cette première édition. C'est un sujet qui me touche et qui me porte depuis plus d'une vingtaine d'années, l'amour. J'en parle très régulièrement dans mes livres, même dans le jeu de cartes, C'est quoi le bonheur pour vous aussi, j'en parle. J'en ai parlé aussi dans le film, C'est quoi le bonheur pour vous. Bref, je voulais vraiment dédier tout un écosystème autour de l'amour. Et donc, du coup, on est en train de lancer ce premier congrès. Vous verrez après, par la suite, il y aura plein de surprises. Je vous montre la vidéo et on se retrouve tout de suite après. Vous avez vu, ce lieu est vraiment sublime, hein. C'est du 31 juillet au 2 août. Donc, c'est au hameau de l'Étoile. C'est proche de Montpellier. C'est à 45 minutes. Et donc, il reste encore 40 places. Si vous voulez venir, on sera 100 personnes à tous dormir sur place. Ça va être un moment magique. Je vais faire apparaître Ludo. Salut Ludovic. Salut Julien. Tu vas bien? Je vais très bien et toi? Ouais, ça va, merci. Je crois que tu connais le hameau de l'Étoile, il me semble. Hein. Non, ce sera la première fois. Non. Ah, ok. Tu vas voir, c'est un lieu qui est assez exceptionnel. D'ailleurs, on pourrait faire une petite parenthèse, parce que c'est vrai que tu viens quand même au week-end proposer des ateliers. Est-ce que tu peux nous dire brièvement ce que tu vas proposer pendant ces 2 jours? Oui, alors, comme tu le disais, on est 3 intervenants, hein, partie tête, cœur et corps. Oui. Moi, je vais plus agir au niveau du cœur et notamment avec mon expertise qui est sur le système nerveux autonome et ce cœur qui réagit en permanence à l'insécurité ou la sécurité. Et on va voir justement comment on peut se sentir plus en sécurité, plus en lien avec soi-même. Donc, c'est vraiment, quand on dit en lien avec soi-même, on peut utiliser la métaphore du cœur aussi.
et de pouvoir se sentir plus sécure dans sa vie. C'est quoi les outils que l'on a, la conscience qu'on doit avoir pour pouvoir justement éviter de se trouver piégé par nos mécanismes de survie. J'imagine que c'est des outils facilement transmissibles et facilement duplicables après, une fois qu'on est tranquille chez soi. Ouais, c'est même parfois des outils que les gens connaissent déjà, mais n'utilisent pas forcément de la bonne façon. Ok. Et le but, c'est justement de leur permettre de mieux comprendre finalement ce qu'une respiration peut apporter justement au corps, au cœur, au cerveau, à l'ensemble de l'humain et quels sont les différents types d'outils qu'on peut utiliser pour mieux réguler son système nerveux, plutôt que d'utiliser un outil et d'espérer que ça marche, puis des fois ça marche plus, et du coup on en cherche un autre. Donc pour éviter de partir dans tous les sens, on va voir les différents outils qui existent aujourd'hui et comment on peut utiliser les bons outils au bon moment. Magnifique. Donc je rappelle, il y aura 3 ateliers avec Leonardo Pelagotti qui lui sera vraiment autour de la respiration. Moi, je vais vous accompagner autour de nos pensées notamment, et puis donc Ludo qui va vous accompagner autour du nerf vague, on peut dire, pour synthétiser ou ouais. Ouais, C'est ça, ouais. on va dire c'est le chef d'orchestre, donc on va voir tous les musiciens, mais on va s'attarder un peu plus sur le nerf vague. Oui, qui est une de tes spécialités d'ailleurs. Oui, bah oui, ça fait bientôt plus de 8 ans que je me suis vraiment spécialisé dans ce domaine-là, à accompagner les gens au niveau personnel dans leur bien-être, dans leur santé, dans leur développement personnel, et puis à former beaucoup de professionnels chaque année, des Oui. psychologues, des thérapeutes, des médecins, des coachs, à utiliser justement la connaissance et les outils de régulation du système nerveux. On avait fait un live d'ailleurs sur la sortie de ton livre autour du nerf vague, qui est devenu un Oui. best-seller, je crois maintenant. Ouais, ça fait maintenant 5 ans, je crois, un truc comme ça, qu'il est sorti et qui est devenu donc assez rapidement, enfin dans la même année qu'il est sorti, best-seller, et Ok, qui continue toujours à évoluer, à trop rendre bien. service aux gens, qui est publié dans 5 langues différentes. Waouh, bravo. Donc du coup, je me suis amusé à compter justement, il y a à peu près 600 millions de personnes qui ont accès Waouh, finalement à c'est mon livre. énorme. Donc C'est énorme. c'est plutôt sympa des fois de recevoir un message de toi d'une personne en Argentine qui me remerciait pour le livre. Je parle pas espagnol, mais je lui ai dit gracias, quoi. Et puis voilà. Oui, tu m'étonnes. Putain, c'est incroyable. Bravo, hein. Avant de commencer, on a commencé, mais j'aime bien en fait quand on commence notre échange que notre invité se présente. Est-ce que tu peux te présenter, Ludo, pour qu'on comprenne qui tu es? On a compris que tu étais auteur, mais pas que. Ouais. Donc, écoute, moi aujourd'hui, voilà, je suis auteur, conférencier et formateur. J'ai arrêté les coachings individuels, donc je le nomme plus maintenant. Je suis plus coach, plus formateur Ok. que coach. Ok. Et ça fait maintenant donc 8 ans, ouais, je me suis spécialisé dans le nerf vague, les régulations du système nerveux. J'ai été formé par les personnes notamment à l'origine de la théorie polyvagale, Stephen Porges, Deborah Dana. Au tout début, il y a 8 ans, j'étais un des tout premiers en France à pouvoir justement enseigner tous ces apports des dernières recherches scientifiques. Et moi, ça m'a énormément aidé, parce que je suis un ancien timide, et j'ai pu comprendre justement tous ces mécanismes de survie qui m'amenaient à me protéger. Donc, je n'étais pas timide, c'est juste que je me surprotégeais avec les états de mon système nerveux. Et j'ai voulu voir tout de suite si ça pouvait marcher chez les autres. Et finalement, comme souvent je le dis, c'est physiologique, c'est pas magique. Donc, à partir du moment où bien sûr on agit sur notre physiologie, il y a des changements qui subviennent. Et puis, ça me passionne en fait. Ça passionne aussi les gens qui s'y intéressent parce que, comme je le dis, c'est concret quoi. Des fois on nous dit tout est à l'intérieur de nous. Voilà, c'est cool parce qu'on parle du nerf vague, du système nerveux. C'est des choses en effet qui sont à l'intérieur de nous. Et donc, tu sous-entends que c'est vraiment applicable pour tout le monde, c'est ça? Il n'y a pas d'exception, quoi. Non, en fait, il y a toujours bien sûr des extrêmes où il y a des pathologies, mais à partir du moment où de toute façon on a un système nerveux, un nerf vague, l'avantage c'est qu'on a tous le même fonctionnement, mais que ce fonctionnement peut amener des réponses totalement différentes parce qu'on a tous des expériences différentes dans la vie. Bah oui. Et par contre, on est câblés tous de la même façon. Donc voilà, à part des très grosses pathologies qui demandent des accompagnements médicaux, mais tout le monde peut justement apprendre à réguler son système nerveux. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve avec la sortie de ton nouveau bouquin
quand on Ouais. peut, on veut, découvrir des mécanismes inconscients qui vous empêchent de passer à l'action. On entend souvent dire qu'on veut, on peut, quand on peut, pardon. Et si c'était l'inverse? Je trouvais intéressant justement que tu inverses c'est quoi, c'est un brainstorming que vous avez eu avec Erol ou c'était sorti de la tête? Bah, en fait, c'est vrai qu'en 2021, c'est 21, je crois, ou 22, j'ai écrit le premier livre Nervague. L'année d'après, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle, je me rappelle même plus comment il s'appelle, Arrêtez, Arrêtez de vous limiter grâce au Nervague. Ok. Et puis j'adore écrire, donc je voulais continuer. Et finalement, 2025, j'ai pas écrit. Et Erol, ouais, là, on se retrouve à maison d'édition et puis on échange lors d'un dîner à travers plein d'idées, parce que j'accompagne aussi les entrepreneurs à retrouver plus de confiance, de sécurité. Il y a le monde du trauma, voilà, ça touche énormément d'environnements, donc c'est parfois difficile de se dire, je ne veux pas refaire un livre sur le nerf vague ou sur le système nerveux, j'aimerais faire quelque chose qui me ressemble aussi plus tel que je suis aujourd'hui, et à travers justement les années, moi, d'entraînement du système nerveux et de ce que j'ai pu voir à travers tous mes clients. Et justement, à travers un brainstorming lors d'un déjeuner, eh bien, je balance plein d'idées comme ça. Et puis, c'est en juin 2025, l'année dernière, où Aurélie de Erol, avec qui je travaille, me dit est-ce que ça te dit qu'on sorte un livre là, parce que il y a notre commission en juillet qui sort, et après on est en vacances, ça reprendra qu'au mois de septembre. Et je lui dis oui, mais par contre je sais pas quoi écrire, j'ai trop de choses. Et elle me dit si tu veux, je te fais un résumé de tout ce qu'on a vu, un peu comme une IA, tu vois. En fait, elle a joué un peu le rôle de l'IA, à condenser un peu tout ça, à proposer même un titre, un sommaire, le présenter à la commission. Et je lui dis vas-y, on verra bien. Moi je crois en la vie comme ça. Donc et puis la commission a dit oui, carrément, génial. Et puis après il fallait l'écrire par contre. C'est ça. Elle m'a rappelé en disant maintenant il faut l'écrire. Et là t'as quoi? T'as eu 1 an, c'est ça, d'écriture à peu près? Non, en fait c'était c'est drôle aussi, ça c'est une autre histoire, hein, mais donc ça c'était à fin juillet finalement, et pour que je puisse écrire jusqu'à fin décembre. Okay. Donc j'avais 5 mois pour l'écrire, sauf que je fais pas mal de choses, j'accompagne, voilà, comme je disais, les pros, les persos, j'ai des séminaires, donc j'enchaîne tout ça, et puis finalement fin novembre, je lui envoie un message en lui disant Eroli, est-ce que je peux avoir 1 mois de plus, parce que là j'ai pas beaucoup fait grand chose, et est-ce qu'on peut aller jusqu'à fin janvier? Et là elle me dit mais non, c'est pas possible, parce que c'est un gros enjeu pour nous, on compte beaucoup sur ce livre-là. Et la date limite était déjà le 30 novembre. En fait, moi, je croyais que c'était 31 décembre. Et on était le 28 novembre. Wow. Et c'est quelque chose que je raconte dans le livre, d'ailleurs, une anecdote que je raconte dans le livre. Je dis, je ne peux pas écrire le livre en 2 jours, est-ce qu'on peut quand même avoir une rallonge jusqu'à fin décembre? Et elle dit, OK, mais il faut que tu nous envoies déjà une partie mi-décembre, et puis le reste fin décembre. Et finalement, le livre, je l'ai écrit en 1 mois. Parce que je l'ai rendu le 2 janvier, et j'ai commencé même moins d'1 mois, parce que j'ai commencé le 7 décembre. Et du coup, voilà, j'ai rendu en moins d'1 mois, et il a fallu que j'applique vraiment ce que j'enseigne, notamment pour passer à l'action, en étant en sécurité. Oui. Et du coup, voilà, c'est sorti à l'heure, et tout ce qu'ils avaient prévu s'est passé comme c'était prévu dès le départ. Mais ça veut dire que tu es resté focus que sur l'écriture du livre, j'imagine, pendant 1 mois, ou tu as réussi quand même à... Parce que tu fais quand même pas mal de choses aussi en parallèle. Tu as réussi à tout gérer? Oui, je me suis organisé. En fait, j'ai commencé à découper le livre. On avait déjà le sommaire, donc j'ai découpé le nombre de chapitres. Je savais le nombre de mots qu'il fallait, ce que ça représentait. Donc j'ai déjà écrit 2 livres, donc ça me permettait de savoir à peu près le temps que je prenais pour écrire. Donc j'ai vraiment mis tout à plat pour organiser, et je prenais mes matinées pour écrire, et même pendant les fêtes de Noël, hein, parce que du coup j'étais dans de la famille, et donc le matin je m'isolais pendant 2h30, 3h pour pouvoir justement m'occuper de ça, et profiter aussi de la famille et des fêtes. Du coup, il parle de quoi alors, ce livre? En fait, c'est un livre que j'ai voulu faire pour toutes les personnes qui se disent, malgré toute leur bonne volonté, tout ce qu'ils mettent en place, n'arrivent pas à se sentir bien. On pourrait prendre le bonheur, hein. On n'arrive pas à être heureux, par exemple, hein. On n'arrive pas
à se sentir bien. Pourtant, ils font de la méditation, ils font des stages, ils vont venir en immersion cet été avec nous. Mais malgré tout ça, elles n'arrivent pas en fait à se sentir vraiment bien. Et la plupart du temps, le message qu'on leur envoie, c'est quand on veut, on peut, quoi. Et du coup, ce message-là, qui est assez partagé dans le coaching, dans le développement personnel, il peut être très culpabilisant. Parce que finalement, si je ne peux pas, si j'y arrive pas, c'est soit parce que je le veux pas assez, et que du coup, il va falloir que je me pousse plus. Mais on le verra avec notre système nerveux, certaines personnes, c'est difficile pour eux. Ou alors, ça veut dire, et ça, c'est ce qu'on voit dans le livre aussi, c'est peut-être que je le mérite pas. Et là, ça devient vraiment un enjeu important parce que les gens, après, ils ont peur de mettre en place des choses, pas pour savoir si ça va les aider, mais vraiment, est-ce que ça va marcher? Est-ce que du coup, ça va faire quelqu'un de moi qui mérite d'être heureux, d'être bien aujourd'hui dans la vie? Et donc, il y a toute cette partie-là que j'ai trouvé qui n'était pas vraiment abordée et qui nous amène à toujours aller dans le go, l'action, la méritocratie. Et alors que finalement, des fois, il vaut mieux aussi s'occuper de son fonctionnement pour comprendre qu'est-ce qui fait que je n'y arrive pas. Et c'est ça que l'on voit dans le livre. Est-ce que tu parles aussi de, tu sais, ce petit personnage qui nous dit que on est qui, en fait, pour faire ça Ouais. Alors, il y a un chapitre qui est réservé, une grande partie même, qui est réservée à ce que j'appelle l'auto-triangle de Karpman. Beaucoup de gens connaissent le triangle de Karpman dans nos relations avec le bourreau, la victime, le sauveur. Mais du coup, j'ai intégré ce triangle avec nous-mêmes, dans notre relation à nous-mêmes. Et donc, la petite voix dont tu parles, ça va être notre bourreau finalement qui nous juge et qui dit mais qui suis-je moi pour être heureux ou pourquoi je mériterais plus qu'un autre. Et puis, il y a notre auto-sauveur qui va dire « Mais t'inquiète, j'ai trouvé une nouvelle technique pour pouvoir nous aider, ça y est, enfin, on va être heureux. » Et la victime qui se dit « Ah, enfin, mon Dieu, j'espère que je vais sortir de ça. » Et si jamais ça marche pas, tu vois, encore une fois, peut-être que nous, on n'est pas fait pour être heureux. Donc, il y a ces trois personnages que je partage, que j'explique, et notamment à travers nos propres fonctionnements. Le but, c'est ça, c'est que les gens puissent identifier ces personnages à travers leurs propres mécanismes de leur système nerveux, et pas seulement comme des personnages fictifs, mais de réels mécanismes qui jouent ce rôle-là. En fait. Ça intègre, j'imagine, aussi cette idée du syndrome de l'imposteur. Ouais, voilà, ça en fait partie. Le syndrome de l'imposteur, l'auto-sabotage, tous ces mécanismes où on a l'impression que il y a quelque chose contre nous, en fait. C'est nous contre nous-mêmes. Et des fois, c'est ce qu'on entend. C'est nous contre nous-mêmes, alors que pour moi, c'est une phrase où les gens n'ont pas compris leur propre mécanisme. C'est-à-dire qu'ils ne voient que la réaction qui arrive et pas la fonction de départ, qui est aussi une fonction de protection. Syndrome de l'imposteur, c'est pas pour nous emmerder, c'est juste que il nous protège de quelque chose qui peut nous faire peur. Des fois, on n'en a pas conscience. Et finalement, on se retrouve à procrastiner, à être inhibé ou à se demander est-ce que je le mérite, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre, qui suis-je moi pour pouvoir faire ça. Et finalement, à partir du moment où je comprends mieux mes mécanismes, donc c'est pour ça que quand on peut, c'est-à-dire que quand je comprends mieux et que je redonne le pouvoir à mon corps de se sentir en sécurité, après, je peux me demander ce que je veux, et ça n'empêche pas que j'aurai continuellement peur, que ce syndrome sera présent, mais il ne m'empêchera pas de pouvoir avancer. Ouais, ça fait toute la différence. Est-ce que tu évoques aussi, parce que là, c'est quand même assez mécanique, ce que tu es en train d'expliquer. En fait, quelque part, on peut hacker, on va dire, notre propre fonctionnement. Mais j'ai l'impression qu'on oublie aussi, c'est peut-être purement que mes croyances, le conditionnement sociétal et puis globalement aussi le conditionnement dans lequel on évolue, que ce soit sur des bancs de l'école, au sein de notre famille, le côté politique du pays dans lequel on se trouve. Enfin bref, c'est tout le conditionnement. Tu l'évoques aussi ? Oui, c'est dans le livre, je l'aborde sur ce qu'on appelle l'autorité de sens. C'est-à-dire que c'est un mécanisme où je donne du sens à des personnes qui ont fait autorité pour moi. Et ça fait partie, du coup, de les parents, mon environnement, la médecine, la politique, les gens qui peuvent prendre des décisions à ma place et dans lesquels, en fait, je vais leur donner autorité. Et du coup, je vais prendre le sens qu'ils me donnent. La religion aussi. Donc,
cet aspect-là, eh bien, on le traite aussi dans le livre, dans le premier chapitre d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est fondamental, de comprendre en fait ces mécanismes d'autorité de sens et comment je donne du sens à quelqu'un qui fait autorité pour moi et qui du coup, sans me rendre compte, va choisir pour moi. Et je peux me retrouver victime parce que du coup, je donne cette autorité à quelqu'un d'autre et du coup, je ne peux que être victime. Et donc, cette personne en face de moi, si je reprends le triangle de Karpman, elle va être soit bourreau si ça me convient pas, soit sauveur parce que c'est bon, elle choisit des choses qui me conviennent. Mais du coup, ça me maintient toujours dans un rôle de victime. Donc, la victime va obligatoirement générer de l'insécurité parce que elle n'a pas le pouvoir. Et donc, c'est déjà reprendre le pouvoir à l'intérieur de soi pour oser aussi pouvoir sortir de ces mécanismes et de cette influence qu'il peut y avoir aussi autour de nous. C'est pas évident parce que moi, je pense qu'il y a peut-être au moins 50% de la population qui n'a même pas conscience de ça. J'espère qu'en nous écoutant, déjà, ça va semer une petite graine. Mais je me dis déjà, si tu n'as pas forcément conscience, tu sais, de tous les mécanismes qui sont en jeu, que ce soit physiologique ou même transgénérationnel, par exemple, ou notre conditionnement, comment tu fais ? Tu subis. Tu subis, donc, ouais. en fait, c'est ça, tu subis. Donc après, c'est vraiment quand dans le titre du livre, c'est quand on peut, c'est comment on peut aussi reprendre ce pouvoir-là, mais pas un pouvoir où je vais me sentir fort, un pouvoir où je me sens plus libre. Et liberté dans le sens où je me sens libre avec. Ça existe toujours, c'est toujours présent. Donc le but, c'est pas d'enlever des choses ou se débarrasser des choses, c'est de pouvoir changer sa relation aux choses pour se sentir libre. Malgré tout, on continuera à se faire avoir, on continuera à ne pas pouvoir décider de certaines choses parce que c'est pas à notre niveau, mais on aura la possibilité d'être beaucoup plus lucide, de prendre du recul, de pouvoir justement retrouver le pouvoir de ce que je veux, parce que des fois, je veux des choses, mais à l'intérieur de moi, il y a plein de barrières qui m'en empêchent, en plus de celles qui sont à l'extérieur. Donc, ça devient un combat qui est difficile. Donc, autant à réapprendre justement à pouvoir avoir conscience de tout ça, de ces mécanismes-là, pour ensuite avoir des choix qui me correspondent. Tu sais, souvent, moi, j'entends toi, tu as confiance en toi, donc c'est plus simple pour toi. Donc, j'imagine que dans ce parcours-là, il y a aussi quand même cette notion de confiance qui, à un moment donné, va arriver. Est-ce que c'est plus facile pour quelqu'un qui a déjà acquis cette confiance, peu importe comment il l'a acquis, mais qui est plutôt déjà, on va dire, assez assuré, et donc, ou est-ce que c'est pas forcément plus simple ? En fait, il y a... J'en parle même dans tous mes livres parce que moi j'ai repris le terme de pleine confiance qui représente un peu une partie de mon activité et de faire la part des choses entre la confiance à travers le paraître et la confiance physiologique. Et parfois on a tendance justement, par rapport notamment aux autorités de sens, à donner du sens à des gens qui nous paraissent confiants et qui sont finalement plutôt dans un mécanisme physiologique qu'on appelle de sympathique agressif, donc on a l'impression qu'ils sont forts, qu'ils sont résilients, qu'ils se battent, qui ont confiance en eux parce qu'ils avancent malgré les tempêtes, et donc ils sont câblés pour ça. Leur système nerveux est câblé pour ça. Et puis nous, à côté, on peut se retrouver à regarder et à pas avancer et de se dire, moi, j'ai pas confiance. Et ce qu'on remet en cause, notamment dans le livre, c'est justement grâce à ces connaissances, de percevoir les différentes confiances qui existent. Et c'est pas parce que j'avance pas aussi vite que j'ai pas confiance en moi. Et le problème de la confiance, c'est qu'on l'associe souvent au résultat. C'est-à-dire que si j'y arrive, j'ai confiance. Si j'y arrive pas, je suis dans l'inverse, dans la méfiance. Et on bascule dans un mécanisme de méfiance en soi. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on, à travers la régulation du système nerveux, c'est qu'on rétablit de la sécurité en nous pour pouvoir faire des choses que l'on choisit, et pas des choses qui font que les autres me regardent, que je peux être reconnu, mais qui m'amènent à me sentir en confiance que je passe à l'action ou que je ne passe pas à l'action. Et c'est la confiance, c'est vraiment cette relation à soi de sécurité qui me permet de pouvoir me sentir bien avec moi-même sans forcément réaliser plein de choses dans ma vie, mais d'avoir, on va dire, ce lien à soi plutôt que cette réalisation de soi qui amène les gens à se dire « Waouh, cette personne a fait beaucoup de choses ». Ouais, mais peut-être qu'elle est guidée aussi par un système nerveux qui est sans cesse en train d'avancer et qu'à un moment donné, il se peut que cette personne-là
elle tombe ou elle soit cramée parce qu'elle ne peut plus avancer de cette façon-là. Donc c'est rétablir un équilibre qui me permet de me sentir en confiance dans le succès, dans l'échec, dans la difficulté. Et cette confiance, elle a le masque en fait de la relation à soi, et une relation sécure et sereine. Oui, en t'écoutant, je pensais à l'amour de soi, en fait. J'ai l'impression Ouais. que ça revient à remettre de l'amour, en fait, pour soi, quoi, avant toute chose, quoi. Bah, alors je l'ai pas abordé, je crois, dans le livre, mais c'est un concept souvent que je développe aussi on développera peut-être, tiens, cet été, c'est intéressant, Ok. parce que physiologiquement, en fait, il y a un seul état dans lequel on peut vivre de l'amour. Hein, Ok. et tous les autres états, c'est des états où on se protège. Donc on peut avoir l'illusion de l'amour parce que les personnes finalement réalisent des choses pour nous. Donc on se sent vu, reconnu, mais c'est pas forcément de l'amour tel qu'elle l'est, on va dire inconditionnel. Des fois on utilise ce mot-là. Et en Ok. fait, cet amour-là, inconditionnel, qui est complètement naturel, elle existe que dans un certain état physiologique Ok. qu'on appelle l'état de vagal ventral, et dans lequel elle est complètement naturelle. Et donc, moi, souvent, ce que je dis aux gens, c'est si vous voulez apprendre à plus vous aimer, ne cherchez pas à faire des choses dans votre vie qui vous prouvent que vous êtes aimable, mais allez développer cette partie de vous dans laquelle l'amour est complètement naturel. Parce qu'à partir de là, eh bien, Oui. on s'aimera. Et puis, de temps en temps, on va sortir de cet état parce qu'on sera en insécurité. Et puis, peut-être là, on s'aimera un peu moins. Mais c'est pas grave, à partir du moment où on a conscience que cet état d'amour pour soi existe toujours et qu'on peut à tout moment s'y reconnecter. Parce que beaucoup de gens, et je pense que tu as dû le percevoir aussi à travers tout ce que tu as fait, que ce soit le bonheur, le bien-être, l'amour, recherchent quelque chose de permanent. Alors que c'est pas possible, ça sera pas permanent. Ce sont Bien des sûr. choses que l'on va vivre, et puis des fois on va être basculé dans des épreuves, dans des insécurités. C'est complètement naturel d'avoir peur, d'être stressé, mais c'est comme si ça devenait un problème. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'on traite dans le livre, que le stress, la peur, ce n'est pas un problème, c'est pas quelque chose qu'on combat, c'est quelque chose qu'on accompagne, parce que c'est une expérience que l'on fait. Et si on s'accompagne pas dans ces expériences, ça devient un combat. Donc ça, c'est important parce que ça nous permet justement eh bien, de pouvoir rester en lien avec soi-même et d'avoir toujours cette part d'amour qui fait que je vais me reconnaître dans la difficulté avec du courage, avec de l'engagement, avec, je sais pas, au moins d'essayer, plutôt que de me mettre dans un mode de binaire. C'est quelque chose vraiment qu'on traite dans le livre, ça. Un mode binaire où si je réussis, je suis quelqu'un de bien, et si je réussis pas, je suis quelqu'un de pas bien. Donc ça me crée un enjeu qui est que je vais être dans cette posture binaire où à vouloir tomber du bon côté pour que ça reflète de moi quelqu'un de bien, et surtout éviter eh bien, de tomber dans l'échec, mais ce qui va m'amener d'autres comportements d'évitement, de ne pas passer à l'action pour éviter justement ce genre de situation. Tu as l'air de dire que c'est simple parce que l'amour de soi, en fait, il est toujours présent. En tout cas, cet amour est toujours présent parce que, alors, je suis en partie d'accord avec toi. C'est-à-dire que si on observe les enfants, tu vois, quand tu nais, quand tu les vois un peu évoluer, avant qu'on soit trop conditionné, j'ai bien l'impression, effectivement, que cet amour, il est présent, il est tellement inconditionnel que c'est beau à voir, quoi. Et après, il y a la société qui Ouais. prend le dessus. Et là, j'ai l'impression quand même que ça disparaît pour une grande partie de la population. Donc, je me dis, c'est peut-être pas facile à entendre pour beaucoup de personnes, ce que tu viens de dire. De se dire, en fait, l'amour, il est là, c'est pas compliqué, quoi. Vous pouvez le réactiver. Mais peut-être parce que toi, tu baignes tellement là-dedans que pour toi, c'est simple. Alors, j'ai pas dit que c'était facile, hein. Ah, ok, d'accord. Hein, c'est-à-dire que j'ai dit qu'il était là. Ouais. Maintenant, c'est un travail de tous les jours aussi, hein, Ouais. de pouvoir justement apprendre à reconnaître, à respecter aussi nos différents états, à pouvoir utiliser justement, quand on en parlait, des ressources adaptées à là où je suis aujourd'hui, là où est mon système nerveux, de quoi il a besoin, pour pouvoir justement être le plus souvent en lien avec soi, pour pouvoir prendre des choix, des décisions en accord avec soi-même, d'oser dire non parfois. Hein, faut beaucoup s'aimer pour oser dire non, hein, parce C'est que clair. du coup, on dit non à quelqu'un, mais quand on dit non à quelqu'un, la plupart du temps, si on a cette difficulté, c'est qu'on a peur de décevoir l'autre, et de pouvoir en fait rester en lien avec soi-même à travers la déception. Eh bien, c'est un travail qui se fait au quotidien, petit à petit. Moi, je suis un ancien timide, c'est sûr que je suis pas passé de
timide à extraverti, et je suis toujours pas extraverti, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir faire des scènes, de pouvoir parler devant Je des centaines de confirme. personnes, Je et confirme. mais parce que ça m'amuse. Et si je le fais, c'est parce que je m'aime avant tout dans ce que je fais. Je m'amuse sur scène. Et ce Oui. qui fait que souvent, je prends l'exemple toi, des chanteurs, des acteurs, mais ils s'amusent sur scène. Et du coup, ça génère chez le public eh bien, un état aussi de lien, de fun, c'est top. Et, mais ça se travaille. C'est surtout pas facile, ça c'est clair. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de magique, mais par contre, ça demande comme de l'entraînement à la salle de gym, hein, eh bien, Tout à de fait. pouvoir y aller régulièrement pour renforcer cette capacité. Tout à fait. Et je disais, je confirme, parce que pour le coup, tu es venu donner une conférence au congrès C'est quoi le bonheur Oui, pour vous, à Arcachon. Et je confirme ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on te voir sur scène, c'était vraiment génial. Il y a quelque chose qui se dégage de toi. Je savais pas que tu étais un showman. Moi, j'ai découvert ça en fait quand tu es venu faire la conf. Et c'est vrai, après, quand tu es en extérieur de scène et qu'on est, voilà, on va dire dans la vie de tous les jours, je vois bien aussi que du coup, ton attitude aussi est différente. Et il y a ouais, peut-être encore en partie cet enfant timide, tu vois. Je me ouais, trompe? bien sûr, ouais. Ouais, c'est Non, ça, ouais. mais limite, des fois, je dis, des fois, je suis plus à l'aise sur scène que si tu me Mais croises dans la rue. clairement. Mais en dehors, je suis quelqu'un de très à l'écoute, très observateur. Après, je vais avoir des moments où je déconne et puis d'autres où j'aime bien observer. Hein, mais par contre, c'est plus quelque chose que je subis. Quand je Ouais. dis quelque chose que je subis, c'est je peux en sortir si je veux, mais si je me sens bien, je peux le garder. Et donc, je peux passer des soirées avec des amis juste là, présents, à rigoler, ou alors à prendre un peu plus le lead et à déconner, à faire des trucs. Mais après, quand je suis sur scène, je suis tout seul. Donc, Oui. obligatoirement, je peux pas dire est-ce que quelqu'un peut venir m'aider. Mais au début, quand j'ai commencé les conférences, je l'ai fait avec un copain, hein, parce que je voulais pas être seul sur la scène. Tu vois, je voulais être avec quelqu'un, un grand, costaud en plus, tu vois, ça pouvait me rassurer, très Ouais, je vois. extraverti. Et, Ok. et finalement, petit à petit, en travaillant justement, au début, j'apprenais mon texte par cœur, par exemple, pour pas faire d'erreur. Ok. Aujourd'hui, j'ai les idées, mais mon job, c'est d'être connecté aux gens, de quoi ils ont besoin pour m'adapter sur le moment à ce qui se passe, à ce que je Ouais. ressens. Donc, obligatoirement, je dois être libre de ça Mm. et je dois être à la disposition des gens. Hein, Ouais. quand je monte sur scène, c'est pour être disponible pour eux. Hein, c'est pas pour faire mon truc et puis ils prennent ce qu'ils peuvent, mais de quoi vous avez besoin et quand et là, comme je t'en parlais, moi j'ai un événement fin mai, c'est mon événement et pendant 2 jours ça se passe comme ça, c'est-à-dire que le but c'est pour pouvoir permettre aux gens de se sentir en sécurité et libre, il faut d'abord que moi je le sois, hein, parce que leur Évidemment. système nerveux va capter le mien et c'est un peu comme si on leur donnait la possibilité de pouvoir se sentir aussi libre, hein, et ce qui fait que on se retrouve avec des gens qui sont pas tous extravertis, mais qui y en a qui se surprennent à lever la main, à poser des questions alors que jamais ils l'auraient fait. Tout à fait. Et ça, c'est pas juste une question de volonté justement, hein, c'est une question de pouvoir. Et ce pouvoir-là, il peut se transmettre. Si on n'est qu'avec des gens sécures, à un moment donné, on va se sentir sécure. Alors, on peut pas Clairement. être comme ça tout le temps dans sa vie, hein, mais parce qu'il y a des environnements au travail ou dans notre famille, peut-être des gens qui sont pas sécures, mais c'est important, voilà, d'être entouré aussi de gens comme ça. C'est pour ça que ton immersion, c'est génial parce que les gens, finalement, pendant 3 jours, ils vont faire beaucoup de bien à leur système nerveux Tout à fait. parce qu'ils vont vraiment se sentir sécures, quoi. Ouais, on l'a vécu d'ailleurs, je te disais, donc c'était il y a 2 ans la première édition. Donc 120 personnes qui sont venues, 120 personnes qui ne se connaissent pas Ouais, et qui sont repartis tous après à se faire des câlins, tellement ça a été fort en fait, tu vois, oui, ce c'est qu'on a ça. vécu Ouais. pendant 2 jours. Et c'est là aussi où je te rejoins, c'est que je pense que, alors moi je parle pas de système nerveux, mais c'est probablement la même chose. Moi je trouvais qu'il y avait eu un alignement justement au niveau moi je parle d'énergie en fait, de l'énergie Mhm. qu'on dégage, mais qui est peut-être liée au système nerveux. En fait, c'est vrai qu'on s'est tous un peu alignés, quoi. Et je voudrais rebondir là-dessus parce que tu avais l'air de dire que voilà, il y a de fortes chances que, par exemple, là, les 600 personnes qui vont venir à ton événement se coordonnent de manière indirecte au niveau de leur système nerveux, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, c'est-à-dire qu'on appelle ça la co-régulation. Ouais. Et ça veut dire qu'on a aussi une influence dessus? Oui, c'est-à-dire que on peut
soi-même, justement, une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, pouvoir agir sur son propre système nerveux afin de l'offrir à l'autre et Ok. de pouvoir voilà, être totalement sécure vis-à-vis de l'autre. Et puis, par contre, on n'a pas le pouvoir d'obliger l'autre d'être en sécurité. C'est le système Oui, nerveux de l'autre bien sûr. qui va s'ouvrir ou pas. Ouais. Ça, c'est rien de magique. Il y a des personnes, par exemple, qu'on accompagne, qui peuvent avoir vivre des traumas. Ça demande un peu de temps avant qu'ils se sentent sécures. Des personnes qui vont être trahies par d'autres, bah, en présence d'autres humains, peut-être que leur système nerveux doit d'abord se méfier avant, petit à petit, de se sentir de plus en plus sécure. Mais Mm. l'effet de groupe a une grande importance. Et ce qui arrive que, moi, quand je fais l'événement, l'année dernière, il y a j'ai fait venir, je ne sais pas si tu connais, merde, j'ai oublié son nom, qui fait des bains glacés. Ah, Leonardo? Non. Non, Ah oui, Morph. non, ouais, mais c'est pas lui. Mais Ouais, c'est un autre, c'est un Français. J'ai oublié, j'ai oublié son nom. Mais du coup, on a fait un bain glacé sur scène ok. pour qu'il montre justement comment il se préparait. Et il a fini sa conférence dans le bain glacé. Ok, Et trop c'est bien. quelqu'un voilà, qui est super musclé, qui a les abdos et tout. Ok. Et à la fin, il était en peignoir, on voyait ses abdos qui ressortaient. Et il y a une D'accord. jeune femme au fond de la salle qui lève la main et qui dit, mais voilà, j'aurais une question, est-ce que le fait de faire des bains froids, ça permet d'avoir des abdos comme tu as? Et puis elle enchaîne directement en disant, en fait, j'ai peut-être déjà mes réponses, parce que quand je vois Ludovic, je suis pas sûr que ça marche vraiment, en fait. Mais tu vois, c'est quelqu'un comme ça n'aurait peut-être jamais osé faire ce Ok. truc-là, me tacler sur scène devant Ouais, tout je le vois. monde, Mm. et parce qu'elle se sentait en sécurité et elle savait que j'allais être en sécurité avec sa remarque. Parce Oui, que bien sûr. du coup, voilà, Oui, c'est bienveillant, bien sûr. oui, exactement. Mais c'est des Mm. choses où elle dit, mais jamais j'aurais osé si je n'avais pas été dans cet environnement-là. Et finalement, ça montre notre capacité de pouvoir le faire aussi dans d'autres environnements, de Ouais. pouvoir être plus joueur, de pouvoir être moins timide, de pouvoir oser, de pouvoir passer à l'action. Nous, on va les mettre en action dans la salle. Et il y en a qui vont peut-être faire des conférences alors qu'ils s'y attendaient pas du tout, c'était pas prévu. Il y en a qui vont Ok. peut-être faire justement leur premier réel sur la scène. Le but, c'est ça, c'est de Énorme. dire, on va vous montrer, en fait, comment dans un espace de sécurité, de quoi on est capable, qu'est-ce qu'on peut faire. En sachant que tout n'est pas possible. Ça, c'est quelque chose auquel je ne crois pas, tout est possible. Il y a Ok. beaucoup de choses qui sont possibles. Alors, du coup, ça peut nous faire imaginer que tout l'est. Mais le but, c'est de dire, mais tiens, quand je suis dans cet espace-là, à l'intérieur de moi, finalement, qu'est-ce que je peux produire à l'extérieur? Et finalement, on en vient à, si je suis capable de faire ça, qu'est-ce que je veux dans la vie? Parce que sinon, notre volonté, ce que l'on veut, elle est souvent liée au regard de nos capacités. Et tu parlais de syndrome de l'imposteur, tu vois. Ouais, mais non, mais moi, je suis pas capable de faire ça. Donc, des fois, on va jouer petit. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Oh, bah, si déjà j'ai ça, je serais Ouais, content. je vois. Toi, des petites choses, voilà. Et Ouais. le but de se dire, mais en fait, tant que tu passes pas dans cet état de sécurité, tu peux pas te rendre compte. Nos projections dans la vie sont toujours liées à notre état interne. Ce qui Ouais. fait que si mon état interne il est en mode protection, obligatoirement mes projections vont être aussi en mode protection. Et oui, automatiquement. Est-ce que ça veut dire que l'environnement a un impact très important, justement? Ou j'imagine qu'on a aussi, imaginons on est dans un environnement qui est compliqué, j'imagine qu'il y a des outils qui nous permettent de nous réguler et de nous co-réguler. Mais je pense que l'environnement a l'air d'être assez déterminant quand même dans ce que tu dis, quoi. Oui, beaucoup de gens connaissent l'épigénétique, qui est l'influence de notre environnement sur notre patrimoine génétique, donc qui peut l'activer ou l'inhiber. Donc, c'est important de se dire oui, que notre environnement est quelque chose de très important. Maintenant, le but, c'est pas d'attendre que l'environnement soit favorable pour faire des choses, C'est clair. mais aussi de créer son environnement. Parfois, on peut avoir un environnement qui est pas forcément très aidant, parce qu'on vit dans une famille qui nous comprennent pas, qui sont pas du tout comme nous. Moi, ça a été mon cas. Moi, je suis dans une famille de rugbyman. J'ai été rugbyman et je suis le seul personne qui s'est lancé dans le développement personnel, dans le coaching. Et heureusement, au début, c'était la préparation mentale, donc ils comprenaient à peu près ce que je faisais. Mais après plusieurs années, ils me demandaient, mais c'est quoi en fait que tu fais? Et Ouais, j'avais je même vois. un oncle, à chaque fois qu'il me voyait, il me disait, mais alors, ça va bien avec les golfeurs, la prépa mentale? Alors que ça faisait 6 ans que j'avais arrêté, toi. Ah, ok. Et donc, c'est sûr que des fois, on peut se retrouver dans une famille où personne comprend ce qu'on fait. Ils ont leurs propres croyances que l'on avait des fois auparavant.
et de se dire, OK, c'est ma famille, je les aime tels qu'ils sont, et c'est OK, je leur demande pas d'être comme moi ou de les convaincre que ce que je fais, c'est bien. Et puis, il y a d'autres endroits, il y a d'autres environnements. Est-ce que je vais, je sais pas, dans des séminaires? Est-ce que je vais rencontrer des personnes? Est-ce que je sors? Et obligatoirement, plus je suis sécure, et plus je vais avoir des facilités à rencontrer des gens qui sont sécures aussi. Parce que je vais pas tomber dans des schémas de dépendance, d'affection, de me faire voir, etc. Si bien que, je peux me créer mon propre environnement qui me permet de pouvoir évoluer et de pouvoir évoluer avec d'autres personnes aussi qui sont sécures, qui me jugent pas, qui m'encouragent, mais sans chercher à me dire si c'est bien ou pas ce que je fais. Ouais, d'où l'importance de participer à des événements comme tu organises, comme on organise aussi de notre côté, parce que ça nous permet de nous retrouver avec des personnes qui sont a priori comme nous, qui ont peut-être un système nerveux d'ailleurs qui est un peu comme nous, qui ont en tout cas des valeurs aussi communes, et je crois que c'est très aidant justement. Enfin, nous, c'est ce qu'on voit, je sais pas si c'est le cas toi dans tes events, mais on voit quand les gens repartent au bout de 2 jours, ils sont remplis d'énergie, ils ont foi en l'humanité, ils ont envie de... Enfin, on sent que c'est comme un grand boost en fait qui va les aider peut-être pendant les 6 prochains mois. Toi aussi, tu le vis de cette manière? Oui, parce que tout d'un coup, c'est comme, tu sais, c'est comme aussi une bouffée d'oxygène qui permet de... Ah, tiens, déjà, je me sens pas seul dans ma manière d'être, dans ma façon de penser, dans mes projets. Et puis, comme je disais tout à l'heure, finalement, mon état interne va me permettre de me projeter en fonction de là où il est. Donc, obligatoirement, après 2 jours, 3 jours, je peux commencer à me projeter sur des choses, des rêves, des projets et me mettre en action. Maintenant, ce qui est important d'apprendre, c'est que le séminaire ne doit pas jouer ce rôle-là de motivateur ou de transformateur, parce que sinon, il faut que j'en fasse toutes les semaines, quoi. Donc, il faut que ça soit un moment. Et après, c'est à moi de continuer à pouvoir alimenter ça. C'est surtout ça le plus challengeant. Tu sais, moi, j'accompagne des gens aussi sur Compostelle. On marche pendant une semaine, on est 12. Et je vois aussi toutes les transformations qui se font au bout d'une semaine. Donc, souvent, d'ailleurs, quand elles rentrent chez eux, il y a du mouvement, il se passe des choses, il y a des mises en action, peu importe ce que c'est. Et après, je vois bien que sur la durée, c'est là où c'est le plus dur, en fait, de tenir, tu sais, sur la durée. Ces prises de conscience, en fait, que tu as eues de changement. Est-ce que toi, tu as des tips? Tu as des tips pour ça, ouais? C'est ce qu'on appelle en fait l'homéostasie de survie, c'est-à-dire que avant d'y aller, c'est bien d'être conscient finalement de comment je fonctionne et de bien comprendre qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'y arriver. Et quand je dis ce qui m'empêche, c'est pas quelque chose vers lequel je vais aller contre, c'est bien comprendre la fonction de protection et d'avoir déjà beaucoup de compassion pour ce système nerveux qui fait ce qu'il peut à travers mes expériences de vie à être timide, à me protéger, à m'auto-saboter, à procrastiner. Tout ça, c'est vraiment d'avoir conscience de ça. Parce que par la suite, obligatoirement, je vais avoir un effet dynamisant ou d'alignement ou les choses, parce que je me suis retrouvé dans un environnement où ça y est, je suis sécure, donc mon organisme me laisse tranquille, j'ai plus les protections. Donc là, je peux imaginer plein de choses. Et en fait, quand on retourne dans ton environnement, lui, il reprend son travail, quoi, parce que on est vivant ici, donc ça veut dire que ça marche bien. Lui, il s'occupe pas de nous rendre heureux. Son but, c'est de faire en sorte qu'on survive le plus longtemps possible. Et s'il faut qu'on soit caché dans une grotte pendant 80 ans, il va nous cacher dans une grotte pendant 80 ans, il aura réussi son job. Donc le but, c'est de pouvoir justement derrière, pouvoir continuer à avancer tout en continuant à observer ces mécanismes en action. Pour pouvoir justement les accompagner eux, leur apporter encore plus de sécurité et d'y aller étape par étape de cette façon-là, sans chercher parce que c'est un peu sinon les montagnes russes, quoi. J'ai l'impression que le séminaire, ça m'emmène tout en haut, et là je me vois descendre et je me dis non, mais je veux pas descendre. Si, tu vas retourner à ton point de départ, mais c'est pas grave, ou un peu plus haut à la rigueur s'il y a des choses qui t'ont permis de faire des déclics, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est on a souvent peur de la descente, tu vois. La montée, c'est génial, mais on a souvent peur de la descente. Et moi, il y a une chose que j'avais appris, parce que pendant un moment, je me passionnais par rapport aux ascensions, aux explorateurs, et j'avais voulu faire l'ascension du Mont Blanc. J'avais beaucoup parlé avec justement les guides de haute montagne, et en fait, ils disaient là où il y a le plus de risques quand on fait une ascension, c'est dans la descente. Parce que c'est beaucoup plus dangereux. Et donc, comment on peut accompagner cette descente
en concevant qu'elle est normale, qu'elle est naturelle. Hein, plutôt que souvent les gens, ce qui arrive, c'est que je veux résister à ça. Non, je veux pas descendre, je veux rester en haut. Et si bien que cette résistance m'amène à combattre et finalement, à un moment donné, je vais redescendre. Et en fait, plutôt que de chercher à ne pas descendre, comment s'accompagner dans la descente pour ensuite remonter et redescendre et remonter, parce que la vie est faite aussi de haut et de bas, quoi. Bien sûr. Après, c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Et souvent, moi, tu sais, quand on parle de tout ça, je pense à l'éducation. Je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt à accompagner les enfants le plus tôt possible, à leur donner tous ces tips, tu vois, à intégrer le savoir-être et la connaissance de soi, en fait, le plus tôt possible. Parce que, je sais pas quelle est ton observation, mais moi, j'ai l'impression que pour un adulte, c'est quand même pas évident de déconstruire, de se reconstruire. Pour certains, ça va être très vite. Pour d'autres, ça peut être très long, voire toute une vie. Alors qu'on voit bien que les enfants, c'est quand même beaucoup plus rapide. Est-ce que tu mets un peu d'énergie aussi, toi, de ton côté, autour de l'éducation? Est-ce que tu aurais envie de faire ça, peut-être? On le fait déjà, pas directement, mais en formant notamment, on a tous les ans des anciennes ou toujours en poste enseignantes. Et notamment, là, ça fait 2 ans qu'on a un groupe de clients. Donc, moi, on va dire que je les mentore. Je suis là pour les aider, pour les accompagner, à justement intervenir dans les écoles. Et on a une personne notamment qui a été dans un appel d'offres dans les Pays de Loire, qui a été choisie dans la formation des enseignants pour pouvoir justement leur apporter ces enseignements-là, afin qu'ils puissent justement intervenir auprès des enfants. Et puis, on a des personnes qui interviennent directement dans les écoles. Alors, ça se fait petit à petit, parce qu'on le sait que c'est une question de relation aussi. Hein, donc, qui connaît qui et qui me permet d'intervenir. Et donc, c'est pour ça que les enseignants ou enseignants ont plus de facilité. Et donc, il y a ce projet-là qui se met en place petit à petit. On a eu l'idée, pour le moment, il est de côté, mais c'est toujours l'idée, de pouvoir faire aussi un petit livre, bande dessinée, pour apprendre à la fois aux parents et aux enfants, parce que pour moi, c'est toujours les deux. En fait, c'est parce que le parent va être une ressource. Peut-être que lui va comprendre plus rapidement. L'enfant, lui, va ressentir plus rapidement. Mais finalement, voilà, le parent aura plus de facilité à comprendre ce que son enfant est en train de vivre et comment il doit peut-être être, dans quel état il peut être pour l'aider son enfant, sans forcément dire quelque chose, sans forcément faire quelque chose, mais juste être en présence, en sécurité, pour offrir cela au système nerveux de l'enfant, parce que c'est ce qui est le plus important en fait. C'est comment, en fait, peu importe ce que vit l'enfant, c'est comment son système nerveux peut restaurer le calme et l'apaisement, peu importe ce qui se passe. Mais à partir du moment où il développe cette capacité à restaurer le calme et l'apaisement après une colère, après quelque chose, son système nerveux développe ce qu'on appelle la flexibilité vagale, parce que le but, c'est pas qu'il arrive rien, hein. Quand ils seront grands, il arriveront plein de choses, mais que le système nerveux apprenne que finalement, peu importe ce qui se passe, on a la capacité de revenir en sécurité. Et c'est ça qui est le plus important pour notre système nerveux. Oui, et là, c'est plutôt aux parents à montrer l'exemple. Ouais, c'est la principale ressource. On parlait tout à l'heure d'autorité de sens. Là, ça fait sens quand. Mais après, on n'est pas parfait, hein. Donc, en tant que tous les parents qui nous écoutent, le but c'est pas de dire est-ce que je suis un bon ou un mauvais parent. C'est des fois je vais y arriver, des fois je vais pas y arriver, et c'est ok. C'est pas ça qui va non plus changer la vie de mon enfant. Je reviendrai vers lui. Peut-être, faut d'abord que je m'occupe de moi aussi, et puis je reviendrai vers l'enfant pour échanger, expliquer, mais dans un état dans lequel l'enfant lui va comprendre, il va surtout ressentir que c'est ok, on a le droit de faire des colères, ça arrive, il n'y a rien de mal, hein, on fait des bêtises aussi, alors qu'il y ait punition ou pas, on s'en fout à partir du moment où le système nerveux derrière dit ok, peu importe ce qui se passe, on a un espace de sécurité qui nous accueille derrière. Ouais, c'est fondamental, hein. Ça a l'air d'être très proche quand même, quand je lis entre les lignes, de tourner autour de la respiration. La respiration est un super moyen en fait de réguler le système nerveux, parce que ça agit directement sur le système nerveux. Après, il y a plein d'outils différents, mais moi, en tant qu'ancien asthmatique, j'ai utilisé beaucoup la respiration parce que c'était un moyen de survie pour moi. Donc, quand je faisais une crise d'asthme quand j'avais 4 ans, voilà, on me disait respire, parce qu'il y avait rien d'autre à cette époque-là comme médicament. Donc, c'est sûr que moi, j'ai appris très tôt que respirer était un moyen de se maintenir en vie le plus longtemps possible. Mais on l'oublie, hein, combien de fois
souvent, je pose cette question, combien de fois on respire par jour? Les gens ils disent tout le temps. Hein. Les études montrent qu'en moyenne, on respire à peu près 25 000 fois par jour. Mais combien de fois on le fait consciemment? Hein, c'est autant d'opportunités de réguler son système nerveux, de pouvoir s'arrêter, de prendre des grandes respirations, de pouvoir observer sa respiration, parce que selon l'état interne dans lequel on est, notre respiration change, et de pouvoir utiliser la respiration comme moyen de régulation. C'est un truc qui est très facile, qu'on peut faire partout, à tout moment. Donc, c'est sûr que c'est un outil qui est le plus simple à mettre en place. Oui, puis alors peut-être une petite précision, je crois que c'est impossible d'être en conscience de ces 25 000 respirations qu'on peut avoir dans une journée. Il ne faut pas chercher à la faire. Sinon, on passe à côté de sa vie un peu, parce qu'on est concentré là-dessus. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais souvent, quand on parle de respiration, il y a la forte chance que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent soient en train de se concentrer sur leur respiration parce qu'on est en train de parler de ça. Exactement, oui. Ouais, mais c'est important parce que les études ont montré aussi que ne serait-ce que de se concentrer sur sa respiration diminue tout de suite le rythme cardiaque avant même qu'on démarre la respiration. Donc, c'est comme si on faisait une pause. Attends, ok, où est-ce que j'en suis? Rien que ça, hop, le rythme cardiaque commence à diminuer. Et puis la respiration continue à diminuer le rythme cardiaque. Et aussi, c'est important parce que beaucoup de gens ont tendance à, eux, être dans un état plutôt d'inhibition, ils n'y arrivent pas, ils procrastinent. Il y a aussi des formes de respiration qui activent l'organisme et qui sont bonnes aussi pour aller chercher un état justement d'action. Et souvent, on a tendance à donner des respirations qui calment, qui apaisent, mais la régulation du système nerveux, c'est aussi apaiser, mais c'est activer quand on en a besoin. Et si je prends l'exemple, on en parlait tout à l'heure des bains glacés et de la méthode Wim Hof, la respiration Wim Hof, justement, elle permet aussi d'activer. Ça crée un peu d'hyperventilation et ça permet de mettre notre organisme dans un état des fois de mini-stress, mais qui me permet de donner l'adrénaline dont j'ai besoin pour passer à l'action. Donc, c'est vraiment l'accélérateur et le frein, et la respiration, c'est ce qui permet d'appuyer sur l'un ou l'autre. Tout à fait, oui. Et Leonardo Pelagotti, qui vient au week-end immersif C'est quoi le bonheur pour vous, est vraiment très spécialisé dans ce domaine. Ça va être passionnant de suivre ces ateliers. Moi, je l'utilise aussi dans mon quotidien. Je sais pas toi, mais tu vois, par exemple, moi, tous les matins, j'ai justement une respiration, mais qui avait été inspirée du yoga et qui me donne de l'énergie, entre autres, justement, pour le reste de la journée. Toi, tu pratiques aussi dans ton quotidien. J'imagine, comme on le disait, si toi, tu n'étais pas déjà dans ce mood-là, je pense que ce serait plus compliqué d'inspirer les gens autour de toi. Donc, c'est peut-être une porte ouverte, mais je sais pas, qu'est-ce que tu fais, toi, dans ton quotidien? En fait, moi, j'ai pas de routine, déjà. J'ai pas de routine dans la mesure où mon système nerveux ne s'adapte pas le matin pour vivre toute la journée, et c'est en permanence. Donc, en fait, il y a une chose qui est très importante aussi, c'est à force de réguler notre système nerveux, et lui, en fait, notre corps sait déjà faire ça, naturellement. C'est juste qu'on a tendance justement à un peu l'empêcher. C'est-à-dire que faire des grands soupirs, bâiller, des choses comme ça, eh bien, ce sont des moyens de régulation que notre corps utilise pour lui. Il ne nous demande pas la permission, il le fait. Donc, souvent, moi, ce que je fais, c'est que dans la journée, j'observe où je suis, comment est ma respiration, ma posture, pour pouvoir savoir dans quel état je suis. Et à partir de là, soit je m'active parce que j'ai besoin de faire des choses qui m'activent, ou soit je m'apaise parce que je me rends compte que mon système nerveux est un peu trop agité. Et donc, tout au long de la journée, c'est un petit peu comme si j'avais une personne avec moi qui, de temps en temps, disait « Oh, tiens, là, peut-être, ça serait bien de calmer un peu. Ok, là, on se prépare, ça va être génial. Tiens, on s'active un peu parce qu'on a l'impression on est un peu mou là. » Et de pouvoir justement s'observer tout au long de la journée. Alors, j'ai pas dit tout le temps dans la journée, mais tout au long de la journée, de temps en temps, pour pouvoir justement observer qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas seulement ce qui se passe à l'intérieur, il y a aussi l'interaction avec l'extérieur. Je sais pas, on va sortir, il fait chaud, il fait froid, dans quel état ça me met. Moi, quand j'étais jeune, je jouais au rugby, dès qu'il pleuvait, ça y est, je râlais tout le temps parce que j'allais pas pouvoir courir aussi vite que sur un terrain sec. Mais voilà, le fait de râler le matin, le fait de, je sais pas, d'avoir une remarque dans la journée, tiens, dans quel état ça me met et qu'est-ce que je fais pour revenir au calme? Le but, c'est pas de faire disparaître ce qui s'est passé, c'est de pouvoir revenir au calme pour observer ce qui s'est passé d'une autre façon. Et pas seulement dans une réaction d'insécurité. Et ça, c'est toutes mes petites routines finalement de la journée qui permettent à mon système nerveux de réapprendre aussi, lui, à devenir autonome, parce qu'on parle du système nerveux autonome, à devenir autonome et finalement de le faire de plus en plus rapidement, assez naturellement. Et donc, c'est un entraînement du quotidien,
mais qui est un entraînement sur des petites choses, plein de petites choses. Donc c'est rare où je me prévois, par exemple, une séance de méditation. Peut-être que dans la journée, je me dis, tiens, je vais m'arrêter un petit peu, ou j'avais prévu de faire quelque chose, tiens, je vais le faire demain matin, parce que là, je sens que j'ai plus l'énergie pour le faire, et je vais pas le faire correctement. Par contre, demain matin, je vais me préparer pour être dans le bon état pour pouvoir le faire. Donc voilà, c'est comme ça que je régule ma journée. Tu te positionnes un peu comme un chercheur en réalité pour toi-même. Ouais, c'est ça, c'est chercheur, observateur, toi, d'être en lien, parce que j'ai testé plein de routines. Voilà, on parlait d'autorité de sens. Bah oui, le Miracle Morning, tout ça, j'ai acheté. Apparemment, c'est top, la méthode miracle, machin. Bah ouais, mais ça me convenait pas, quoi. Mais non, quoi. Donc le but, c'est pas de se dire c'est bien ou c'est mal, c'est de dire moi, j'ai pas envie de vivre comme ça. Voilà, j'ai pas envie de me concevoir comme un robot qu'on prépare le matin et que non, j'ai envie d'être comme un organisme vivant. Et l'organisme vivant, il s'arrête jamais, il est tout le temps en train de monter, de descendre, et je l'accompagne et je m'accompagne finalement tout au long de la journée. Oui, puis ce qui est peut-être important aussi de rappeler, c'est qu'on est probablement 8 milliards sur notre planète. Et on a sûrement aussi à trouver et à chercher, un peu comme les chercheurs, comme je disais, chacun aussi nos outils, tu sais, qui nous permettent justement de nous autoréguler, d'être bien dans notre tête, d'être bien dans notre corps. Parce que je pense qu'on ne peut pas recommander une seule et même méthode à 8 milliards d'individus, parce que quelque part, on est aussi tous différents à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'invite les gens, comme je dis souvent, j'ai pas la vérité, mais je vous invite à expérimenter ça. Vous avez un système nerveux, donc il va se passer des choses. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Mais par contre, allez-y, expérimentez. Et le but, pareil, dans ce que tu dis, c'est important que les gens comprennent que le but, c'est pas de chercher à aller bien tout le temps. Parce que des fois, à partir du moment, et c'est vraiment le premier chapitre de mon livre, le premier chapitre, c'est « Est-ce que vous allez bien ?» pour leur faire comprendre que je vais bien. Mais aller bien, c'est pas aller bien tout le temps. C'est parce que sinon, dès qu'il y a quelque chose où je vais pas bien, vite, quelque chose pour que j'aille bien. Comme si c'était pas normal d'être dans cet état-là. Si, c'est normal. Des fois, je vais être stressé. Et c'est souvent, en fait, le fait qu'on interprète ça comme étant quelque chose de négatif qui va générer encore plus de stress, d'angoisse, d'anxiété, parce que faut pas que ça arrive à nouveau. T'imagines? Et je fais une immersion avec Julien de 3 jours, je fais de la méditation, je fais ceci, je fais cela, et ça m'arrive encore. C'est pas normal. Mais si, c'est normal. C'est normal. Mais ce qui va engendrer justement encore plus d'insécurité, c'est qu'on conçoit que c'est pas normal. Si, il y aura plein de moments où j'y arrive pas, je vais pas bien, je procrastine. On est tous pareils, et c'est OK. Ouais. Bien sûr. Peut-être que là où il faut se poser la question, c'est quand un état dure trop longtemps et qu'il n'est pas juste passager, mais qui s'intègre pendant, tu vois, vraiment une période qui est quand même relativement longue. Je crois que là, il faut quand même se questionner. Bien sûr. Après, moi, je parle beaucoup des conditionnements. Ça crée un conditionnement qui fait que je suis, par exemple, en surprotection ou en suradaptation. Donc, je suis en hypervigilance constamment alors que je suis dans mon canapé. Il n'y a aucune raison que je le sois parce qu'il ne se passe rien autour de moi. Il n'y a pas de danger, il n'y a rien. Mais mon système nerveux, justement, est peut-être enfermé dans ce mécanisme au cas où, on ne sait jamais, il se maintient dans un état qui n'est pas adapté à la situation. Et d'une autre façon, des fois, il y a des personnes qui se rendent pas compte que ce qu'ils font, il n'y a aucun danger dans ce qu'ils vont faire. Mais malheureusement, ils sont en surprotection, qui fait qu'ils n'arrivent pas à passer à l'action, ils procrastinent, et ils sont complètement inhibés, ils ont une grosse fatigue, des choses comme ça. Donc le but, c'est vraiment de mieux comprendre ces fonctionnements-là. Et puis, dans le livre, c'est vraiment quelque chose qui a pour but de vraiment déculpabiliser, pour dire mais c'est pas ta faute. Et quand je dis c'est pas ta faute, c'est tu n'es pas responsable des mécanismes de ton système nerveux qui est totalement inconscient. Par contre, on peut prendre la responsabilité de refaire quelque chose aujourd'hui. Exactement, ouais. On retrouve là ton livre un peu partout, quand on peut, on veut. Ouais, exactement. Okay. Toutes les librairies, sur Internet ou dans toutes les bonnes librairies. Toutes celles qui ne l'ont pas, vous pouvez leur dire c'est pas bien. Et est-ce qu'il est en audio aussi? Pas encore, je crois pas, parce qu'il est sorti vraiment jeudi dernier. Là. Normalement, oui, il sera en audio. Pour le moment, je crois pas qu'il y soit. Mais les 2 autres livres sont en audio sur Audible, par exemple. Donc, il y sera aussi. Et puis ça vient de sortir. Donc, allez-y, ça se lit très vite. Parce que
J'ai Ouais, fais tendance voir à la écrire. taille du bouquin. Fais voir la taille du bouquin. Ok. Ah oui, ok, je Ok, vois. ouais. Oui, oui. Bah oui. Ça fait 100, je sais plus, il y avait 192 pages, je crois. Ah Mais oui. j'ai tendance à, ouais, 190 pages. Ok. Avec des exercices à la fin. J'ai plusieurs Ouais, c'est exercices bien. que je donne à la fin, Ok. hein, qui permettent, voilà, de mettre en application et ça se lit très vite parce que ouais, j'écris un peu comme je parle et comme si on échangeait, on discutait et avec des exemples, des anecdotes. Je me moque de moi D'accord. aussi parce que voilà, je suis passé par plein d'histoires où J'ai j'ai pu vu ça sur observer mon scène. Ouais. système nerveux en action, notre auto-triangle de Karpman avec notre saboteur, voilà, d'aller à la rencontre de ces personnages en soi. Et du coup, voilà, j'ai des gens qui m'ont dit, qui l'ont lu en une journée, voilà, qui l'ont dévoré. Ouais. Et après, je leur dis, OK, mais relis-le et applique maintenant. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Voilà. On te retrouve un peu partout sur les réseaux. Ouais, surtout sur Instagram, Ok. à ludovicleroux.dpv. Ok. Non, .pc, pardon, ça a changé. .pc. Ouais. C'est surtout là où je suis présent, où je partage pas mal de contenu gratuit, des exercices, des choses comme ça. Donc, Ok. donc voilà. Et puis bientôt arrivera aussi des mini-programmes que je prépare. Parfait. Voilà, pour les personnes qui veulent travailler sur leur stress, leurs angoisses, leurs relations, notamment voilà, toutes les personnes qui tombent dans les mêmes schémas. Il y a une autre, c'est sur l'énergie, les personnes qui soit sont en très très haute énergie et vont faire un burn-out, ou les personnes qui n'ont pas d'énergie. Et puis un autre sur la confiance. Donc voilà, ce sera des mini-programmes pour pouvoir tout de suite mettre en application. Super. Eh ben écoute, merci Ludo, c'était encore passionnant Merci à d'échanger. toi pour l'invite. C'était très cool. Bah nous, on se voit bientôt cet été au Hameau de l'Étoile. Ouais, Passe exactement. une belle journée, profite bien de l'endroit où tu te trouves. Et Ouais, puis, merci. eh ben, je te dis à tout bientôt. À tout bientôt. Merci, bye bye. Ciao, ciao. Et voilà, les amis, c'était donc Ludovic Leroux. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous remontre la page de couve de son livre « Quand on peut, on veut », que vous trouverez un peu partout, dans toutes les bonnes librairies, comme le disait Ludo, mais aussi sur Amazon, j'imagine, à la Fnac, si vous êtes en France. Vous pouvez retrouver aussi, d'ailleurs, ça me fait penser à mes bouquins que je vais vous montrer, que j'ai écrits, qui sont sortis il y a 3 ans maintenant pour le premier, que vous voyez à l'écran. C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi. Il y a d'ailleurs la version poche qui va sortir le 14 mai, là, bientôt. Premier livre, la version poche que j'ai reçue il n'y a pas longtemps à la maison. Et la suite est partie complémentaire, c'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens. Pareil, la version poche, elle va sortir un mois près, donc ça sera le 11 juin. Et donc, vous pouvez trouver ces 2 livres un peu partout, à la Fnac, sur Amazon. Ils sont en version audio aussi. Surtout, n'hésitez pas, parce que je pense que ça va être bien complémentaire avec l'approche de Ludovic. Je vous souhaite une très belle journée là où vous êtes. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vais vous montrer cette petite vidéo du Hameau de l'Étoile. On va se retrouver avec Ludovic et Leonardo Pelagotti. On va encadrer 100 personnes, 3 ateliers proposés tous les jours autour du cœur, du corps et de la tête. C'est 2 jours magiques et vous allez voir, si vous n'étiez pas là au début, le site est juste magnifique. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.